welkom. Is dat de eerste keer dat je hier komt? Het is de eerste keer dat ik hier ben. Ik heb ook heel weinig uitleg gekregen, dus ik weet ook niet super goed waarover het gaat eigenlijk. En moet ik naar de lens kijken of naar... Nee, ja, naar de lens. Helemaal naar de lens. Ik ben de lens. Ja. Ik ben Lens is mijn tweede voornaam. Ik ben de lens. Oh, jij bent de lens. Ja. Jij bent de lens. Ja. We zijn beide lens. Allee, dat is fantastiek, zo. Joris Lens, 33 jaar. Ik kom uit Noordoost-België, Hasselt. En ik ben de uitbater van Café de Markte in Brussel. Ik heb cijfers gezien dat lijken dat er minder en minder cafés in Brussel zijn. Is dat waar, denk jij? En hoe komt dat, denk jij? Dat zou kunnen. Ik denk dat er wel een verschil is met vroeger. Ik bedoel... Zeker de nieuwe generatie werkt allemaal met witte kassa. En als je zo werkt, dan is het echt onmogelijk om een klein restaurantje of een klein cafeetje uit te baten. Dat vind ik heel jammer, maar dat is zo. Ik heb zelf gemerkt bij de markt, dat is heeft toch al een redelijk grootte. En dat is volgens mijn ervaring bijna de minimale grootte van wat een café moet hebben om rendabel te kunnen zijn. Dus ik kan dat geloven dat kleinere zaken het niet halen. En ik kan me dat ook voorstellen, want de markt is dan nog een café dat goed draait. Want ik kan wel zeggen, het moet minimaal die grootte hebben, maar het moet dan eigenlijk ook nog eens altijd vol zitten. En als dat niet is, dan is het gewoon niet leefbaar. En wat zou die minimale grootte zijn? Is dat een kwestie van hoeveel zetels, hoeveel tafels? Ja, als je puur spreekt over een klassiek eetcafé zoals Café de Markte, met de gangbare prijzen die daarvoor worden gehanteerd en de lonen die er in België zijn, dan heb je toch minimaal de grootte van Café de Markte. Ik denk aantal zitplaatsen. Ik denk dat wij maximaal 75 mensen binnen kunnen zetten en nog eens 100 buiten. Hoe hebben jullie die crisis beleefd eigenlijk? Ja, het begin was natuurlijk heel surreëel. Ik denk dat een week op voorhand, als iemand mij had verteld dat wij in lockdown zouden gaan omwille van een virus, dat niemand dat had geloofd. Hoe heb ik dat beleefd? Goh, ja, het was gewoon zo. En we hebben ons ernaar moeten schikken. Ik denk wel, we zijn wel al heel veel jaren met het hele team heel hard aan het werken. Op een of andere manier was die verplichte rust wel aangenaam. Tegelijk gaf dat ook wel heel veel zuurstof in de hersenen om terug nieuwe recepten uit te proberen. Over nieuwe concepten na te denken. Bijvoorbeeld, het grootste voorbeeld uit de lockdown is dat we zijn beginnen samenwerken met Atelier Groot Eiland. Ze hebben verschillende moestuinen in Brussel die onderhouden worden op basis van sociale economie. En dat was voor ons een heel leuke stap om daarmee samen te werken. We hebben een soort van afhaalmenu gecreëerd, dat noemde Farmers Lockbox. En dat was dan op basis van de seizoensgroenten van die boerderij een afhaalmenu. Dat was ook heel succesvol, dus ik ben heel blij dat we dat toen gedaan hebben. En wat waren de negatieve consequenties van de lockdown? De positieve dingen zeg ik. denk dat we heel blij mogen zijn dat we in België leven. De zorg staat dat heel veel personeel we werken in het wit en daardoor kon gelukkig al het personeel op tijdelijke werkloosheid staan, waardoor ik nu gewoon direct terug met hetzelfde team heb kunnen verder werken. Ik denk mensen die hun personeel hebben moeten laten stoppen en dan 3 maanden later met een nieuwe ploeg beginnen, dat is geen cadeau, denk ik. En waarin vind je pret en plezier? Ja, voor mij is dat vooral, ik ben echt een food freak eigenlijk. Dus voor mij is dat gewoon als ik met eten kan bezig zijn en continu vernieuwen en met de ploeg werken aan nieuwe recepturen, daar krijg ik superveel energie van. Ook het uitdenken van nieuwe concepten, zoals bijvoorbeeld die Farmers Lockbox, dat vind ik heel fijn. En misschien is de moeilijkheid dan inderdaad om ondertussen alles wat loopt ook goed te laten verlopen, terwijl je ook met die vernieuwing ondertussen bezig bent. Okay. Ik heb een heel indiscrete vraag. Ik weet dat Arno een buurman van u is. Is Arno een van uw klanten? Ja, die zit wel geregeld. En wat drinkt hij? Een beetje de klassieke dingen. Een koffietje of een pintje zie ik hem regelmatig drinken. Dus, ja. Is hij een leuke vent? Dat zou ik niet durven zeggen. Ik durf hem niet te storen. Ik laat liever, want in de markten komen wel wat meer bekende gezichten en ik laat die mensen liever gewoon op hun gemak zijn. Dus ik zou het niet durven zeggen over Arno. Is dat belangrijk dat de cafés of de horeca in Brussel zich constant kan adapteren? Is dat zo een ongeschreven regel van uw business? Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Wat we de laatste jaren allemaal hebben meegemaakt met de aanslagen. Nu lockdown, dat is voor meer sectoren zo. Met de kassa die geïntroduceerd is, trends die de hele tijd veranderen. Ik denk als je iets of wat succes wilt hebben in de horecabusiness, dat je wel een chameleon moet zijn en tegelijkertijd
ook weten waarvoor je staat en daar heel duidelijk aan kunnen vasthouden. Ik heb een andere vraag. Hebben jullie een playlist in Café de Marten? En wat staat erin? Ja, dat is een beetje gênant, maar dat is mijn grootste handicap als cafébaas. Ik heb echt de muzieksmaak van een 16-jarig meisje. En, dus ik bepaal zelf de muziek niet. Ik vraag aan mijn collega's met een iets betere smaak of zij de playlist samenstellen. En het belangrijke is gewoon dat de gezellige sfeer die er in Café de Markt is, dat die gewoon in de muziek wordt verder gezet. Dus dat is rustig. Soms is dat een beetje jazz, soms is dat hip-hop. Muziek die past bij het kader. Wat is voor u persoonlijk het evenement of beeld die de sterkste in Brussel was tijdens de crisis? Ik heb gisteren wel iets gezien dat ik heel tof vond. Dat was bij Bronx, Nederlandstalig theater. Daar hebben ze een soort van gigantische sculptuur gemaakt van een omgevallen ijsje dat op de grond helemaal uitloopt. En dat ijsje staat eigenlijk symbool voor het theaterseizoen dat een beetje in het water is gevallen. Maar het is een heel krachtig beeld. Het is veel op social media ook gekomen. Dat vind ik wel... de boodschap was duidelijk en het was visueel heel sterk. Vond ik goed gedaan. En Joris, ik moet mij ook verontschuldigen. Ik ben Franstalig. Dus gelieve mij te verontschuldigen als ik fouten maak. Uw Nederlands is veel beter dan mijn Frans. Allee, is dat zo? Ja, absoluut. Allee, ten eerste compliment van de dag. Bienvenue. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de spécial chez Moreau? Qu'est-ce qui fait que je vais devoir venir chez vous avec ma femme et que ça va être génial? Pourquoi chez vous et pas ailleurs? Ouah, ça peut être ailleurs aussi, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Quand on fait un restaurant, à mon avis, on ne va pas faire le même restaurant tout le temps. Ma cuisine, elle est personnelle, donc c'est une cuisine fusion. Un peu du monde, un peu marocaine, un peu espagnole, un peu italienne, un peu français. Ah cool, c'est appétissant tout ça. Et je m'inspire beaucoup de ma maman, de sa cuisine, donc la cuisine berbère. C'est quoi votre plat le plus connu ou le plat que vous préférez faire? Le plat médine, il y en a quelques-uns, mais j'aime bien travailler le poulpe et revisiter les tagines. Tagine à quoi? Oh, de tout, de homard, Tagine de homard. De homard, de langoustine, un simple suprême de bar, avec ses petites coques, langoustines, voilà. J'aimerais vous poser une question très indiscrète. Le truc que vous avez honte de manger quand vous rentrez chez vous le soir, c'est quoi? C'est des saucisses TV, c'est des raviolis à même la boîte, c'est un pot de Nutella en entier. Le truc que vous pouvez pas dire, quoi. Wow. Une petite mitraillette à minuit. Que voulez-vous manger à minuit? Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Donc à quelle friterie? Oh, il y en a tellement dans les environs de Saint-Gilles, avant de rentrer chez moi à la maison. Une bonne mitraillette à minuit avant de rentrer à la maison. Génial. Comment vous avez vécu la crise du Covid? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment ça s'est passé pour vous? La crise du Covid, franchement, j'ai retiré beaucoup dans ce négatif, beaucoup de positifs. Ça m'a appris à topper, à voir notre mode de consommation, notre mode de vie. Je me suis retrouvé avec la famille, les enfants, ce que je ne faisais pas avant. On a mangé ensemble, on faisait des jeux de société, tout simplement. Vous avez eu peur de faire faillite? Non, je n'ai pas eu peur de faire de faillite. Parce que je suis quelqu'un quand même qui se bat. Et pratiquement, qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez mis votre personnel au chômage économique? On a mis le personnel au chômage économique malheureusement. Et puis on a fait un peu d'emporter. Oui, ça a marché? Ça va, on va dire. Vers la fin que je fais un peu d'emporter. C'est quoi de manière générale les aspects les plus fun de votre métier? Qu'est-ce que vous préférez dans votre métier de restaurateur? Ah, c'est... Comment dirais-je, créer tout le temps. Tout le temps, on doit créer des recettes pour que le client y revienne. On est en continuelle recherche. Donc cette créativité, ça vous excite, ça? Ah oui, j'adore. Et ce que vous détestez dans votre boulot, c'est quoi? Au fil des années, quand même, ça commence à user beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. C'est les longueurs des services. Les longueurs de service. Je viens de vous nommer député et vous pouvez rédiger une nouvelle loi qui va améliorer l'ORECA. Qu'est-ce qu'il y aurait dans cette loi? Vous avez droit à une idée. Écoute, j'aimerais bien que les gens, le personnel de l'ORECA, les cuisiniers par exemple, les serveurs, les pâtissiers, ont fait quand même des heures insupportables par rapport à être pensionné par exemple un peu plus tôt que les autres. On fait des 15-16 heures par jour, donc voilà, comme ça vous savez plus ou moins comment ça se passe. Donc si on peut avoir un petit 5 ans... De rap pour aller à la retraite un peu plus tôt. Ouais. La plus chouette image que vous gardez de cette reprise, c'est quoi? Les terrasses qui sont réouvertes et qu'on voyait les gens heureux de nouveau, on revivait. Ça m'a marqué.
Cette semaine, Open part à la rencontre de restaurateurs qui avaient prévu d'ouvrir juste avant le confinement. Et puis ça ne s'est pas passé comme prévu. En attendant, j'espère que je pourrai goûter à leur spécialité. Noémie, merci de nous accueillir. Alors vous, votre histoire est spéciale parce qu'en fait, vous aviez prévu d'ouvrir juste avant le confinement. Oui, tout à fait. Donc j'espérais ouvrir fin mars, début avril. C'était prévu depuis janvier. Et puis, non, on n'a pas pu évidemment avec le Covid, donc c'était pas du tout prévu. Et donc vous avez finalement ouvert début juillet. Est-ce que cette ouverture s'est passée comme vous l'aviez imaginé avant la crise ou bien pas tout à ça a fait. changé? Il y avait beaucoup d'incertitudes que je n'avais, des incertitudes liées à l'ouverture d'un business, il y en a toujours, mais avec le Covid, avec le nombre de tables restreints, avec toutes les mesures que ça impliquait pour les gens, le fait qu'on comptait beaucoup sur les entreprises aux alentours pour un service le midi et que ces gens sont en télétravail pour l'instant. Tout ça était vraiment très flou quand on a ouvert, donc non, ça ne s'est pas passé comme on l'espérait. Depuis l'ouverture, comment ça se passe? Super bien, c'est génial. On a eu un soutien incroyable des gens du quartier, on est complet à tous les services. Oh. Donc c'est génial. Wow. Ah super, merci beaucoup. Super. Thomas, vous avez un métier ou des métiers un peu particuliers. Oui, effectivement, je suis expert en café de spécialité, qui est une niche mondiale qu'on oppose au café de commodité, mais qui représente à peine 2 à 5% du marché. Tout le monde a été pris de court pendant la crise, vous le premier. Effectivement, moi j'ai perdu mon emploi, on va dire mon CDI, pour une torréfaction de spécialité qui travaille avec le secteur Horeca. Mais j'avais une petite plateforme, on va dire un blog sur le côté et que j'ai directement converti et mis à profit pour en fait, faire mon activité propre puisque j'ai quand même une certaine expérience. Donc voilà, OK Coffee, qui est mon site d'information à la base, devient un site pour la formation, la vente de café avec des torréfacteurs engagés et les Brussels Coffee Tours pour lesquels j'ai recommencé à mettre des dates là pendant les vacances. Et vous donnez cours aussi? Et je donne cours dans le secteur Horeca sur les métiers du café, dont le métier de barista qui est vraiment essentiel pour faire un bon café. On peut avoir le meilleur grain, si on ne sait pas le faire, c'est mort. Pendant le Covid, il y a pas mal de restaurateurs qui ont fait du takeaway, sauf que le takeaway pour le café, ça ne marche pas. C'est très compliqué parce qu'un espresso, c'est après 30 secondes, il refroidit et c'est vraiment pas bon quand c'est froid. Donc oui, ça a été très compliqué pour les coffee bars d'être créatifs. Alors une de vos créations, c'est le Brussels Coffee Tour, c'est quoi? Oui, le Brussels Coffee Tour, ça reste dans ma mission d'information et de reconnaissance du café de spécialité auprès du grand public. Et donc on va dire que c'est un tour qui va vulgariser un peu la science et l'information professionnelle pour le consommateur. Mais ça reste aussi intéressant pour les professionnels du secteur Horeca ou culinaire. Et donc c'est un tour qu'on fait pour l'instant dans le centre de Bruxelles où on visite 4 lieux différents dont un micro-torréfacteur de spécialité. Et on parle de différents sujets, espresso, boissons lactées, filière de commodité versus de spécialité, méthode filtrée, infusion à froid au nitrogène, donc des choses que les gens ne connaissent pas du tout. Et je deviens un peu le psy du café pour la plupart des gens qui se confient et qui posent toutes leurs questions les plus honteuses et en fait on dédramatise tout ça. Et ça en fait, vous lisez dans le mar de café. Un peu, voilà, ouais, on peut lire le futur immédiat dans le mar de café. C'est fermé, hein? C'est fermé? Pour 2 minutes. Ah. Ce sera très rapide. J'en ai pour 2 minutes. Merci. Sophie, il est marrant votre masque. Oui, en fait, il a été fait avec les tissus des serviettes. Voilà, on a récupéré les chutes de tissus et comme ça, on est assorti. La salle est assortie aux serviettes. On est ici chez Chabrol où la philosophie, c'est manger local et de saison, qui est en fait inspiré de slow food. Moi, j'ai travaillé pour le mouvement Slow Food en Italie, qui est un mouvement qui essaie de repenser le système alimentaire et donc notamment l'idée d'aller chercher des produits le plus local possible et aussi de valoriser la biodiversité agricole, donc les variétés anciennes et les productions locales qui démontrent un savoir-faire spécifique. Pendant la crise, vous avez imaginé un truc assez original qui s'appelle Chabrol en bocal. C'est quoi? Oui, on a mis du temps à mettre ça en place parce que nous, on n'a pas la logistique pour la vente à emporter. On ne le fait pas en temps normal. Et aussi parce qu'on a commencé donc à voir pas mal de restaurateurs qui ont mis en place ce genre de choses. Mais l'idée de mettre notre nourriture dans des barquettes aluminium, sincèrement, ça ne nous branchait pas trop.
Du coup, on s'est dit, ok, comment est-ce qu'on peut mettre en place un système Un peu plus de vertueux, consigne oui. pour éviter de produire des déchets inutilement. Nous, l'avantage, c'est qu'on a une clientèle de quartier, donc ça veut dire que c'est pas gênant pour les gens de rapporter des bocaux. Il y en a qui habitent vraiment dans la rue, ou enfin, en tout cas à Scarbeck. Ouais. Donc l'idée, c'était de mettre en bocal un plat et un dessert qui étaient dans un menu. Et c'était aussi un petit challenge pour la cuisine parce qu'il faut penser à un plat qui justement puisse être mis en bocal, réchauffé dans le bocal. Et donc, je sais pas, par exemple, des aliments dont la cuisson ne va pas être ruinée si tu passes ça au four ou au micro-ondes. Bon, pour l'instant, je n'ai pas mangé grand-chose. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une suite à cette émission de Open sur l'Horeca. On se retrouve tout de suite sur BX1 devant une bonne assiette. Enfin, j'espère. Suite de notre enquête sur les restaurateurs bruxellois qui, vous allez le voir pendant la crise, ont fait preuve de beaucoup de créativité. On est parti chez Nour Hacham, un restaurant syrien, la chaussée de Mons. Sa mère, pendant le confinement, vous avez mis en place une plateforme de vente en ligne. مثل ما سمعت مثل ما قلنا انه لمده ما كان صار المشاكل الكونفينمون انت برضه كملت البيع. أنا ما وقفت البيع بس كان أول فترة كان كتير صعب. Comme il dit, grâce à Deliveroo et Takeaway, lui il est resté en train de vendre encore les commandes, beaucoup moins qu'avant, ça c'est sûr, mais il a réussi à vendre au moins 40% de ce qu'il vendait d'habitude grâce à tous les plats à emporter. Christophe, après le confinement, on est à la réouverture. Qu'est-ce que vous vous dites? Comment ça se passe? Vous en êtes où dans votre cheminement? Quand on analyse un petit peu sa salle de restaurant, avec les nouvelles règles en place, établies par le gouvernement, on se dit, évidemment, on perd 10 couverts par service. 10 couverts par service, ça veut dire que c'est un quart de mon chiffre d'affaires. Il faut, avec 24 membres de personnel temps plein, comme je dis souvent, il nous faut un certain nombre de couverts par jour, c'est-à-dire 60. Ouais. Sinon, vous en sortez pas. On ne s'en sort pas. Voilà. Comment vous en êtes sorti? Bon, si on perd 20 couverts par jour, il faut, d'une manière ou d'une autre, rentrer des sous. Ouais. Parce que sinon, soit on se sépare de 7 membres de personnel temps plein, ce qui est pour moi, dans mon cas et dans mon entreprise, impossible. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise familiale et donc pour moi c'est impossible à ce moment-là. Et je regarde ma femme et je dis on va trouver une solution. Et donc, étant donné que le restaurant Bonbon est ouvert 4 jours semaine, j'ai regardé ma femme et j'ai dit mais on va exploiter les 3 autres jours. Et elle me dit comment? On va faire un bistrot. Et les personnes dont je devais me séparer normalement par rapport... Vont venir bosser les 3 autres jours. Voilà, on a séparé les équipes, j'ai mis mon chef de cuisine, mon sous-chef comme chef dans le Bon Bistrot. Ouais. Et moi, je suis toujours dans mon gastro et d'avouer que Bonbon aujourd'hui et le Bon Bistrot couvrent 7 jours semaine l'occupation du bâtiment. Ouais. Et donc ça vous permet de revenir quelque part à l'activité d'avant la crise ou pas? Mieux que ça. Mieux que ça. Nous avons augmenté notre chiffre d'affaires et nous avons engagé 2 personnes. Fantastique. Après Nour Hacham et Bonbon, on termine la séquence au Certo, qui est un super italien, du côté de la place Fernand Koch à Ixelles. Federico, pendant le confinement, en fait, vous avez imaginé quelque chose. C'est un peu du takeaway, mais c'est pas vraiment du takeaway. Tout à fait. En fait, j'ai réfléchi à une manière de donner la même qualité qu'on a ici. Et là, j'ai créé une box où dedans il y avait les pâtes, l'entrée, les plats. C'était tout à réchauffer, mais c'était vraiment très facile. Il y avait un fichier où c'était écrit en français avec l'accent italien pour faire comprendre. Comme vous parlez, oui, c'est ça. Oui, parce que moi je parle comme ça et les gens aiment bien. Et j'ai essayé de faire la même chose avec les fichiers. C'était très facile, c'était comme un jeu et les gens se sont amusés. Et donc ce qu'ils devaient faire en fait, c'est juste réchauffer les pâtes. La sauce et cuire les pâtes, c'est ça. Comment ça s'est passé? Avec quel résultat?
Moi, je n'imaginais pas, je dis vraiment la vérité, je pensais de faire quelque chose juste pour payer des factures et c'était comme ça. Mais c'était étonnant parce que, en fait, une fois que j'ai commencé, j'ai eu heureusement des idées pour améliorer Takeaway. Voilà, j'ai livré à Bruxelles, j'ai livré à la Knock, j'ai livré, je ne sais pas, en dehors de Bruxelles et ça marchait à fond et chaque semaine c'était full. Et une fois que j'ai préparé les box, tout le monde a donné son amour. C'est ça. C'était de l'amour, vraiment de l'amour. Génial. C'est quoi votre plat favori ici? Mais moi, je viens de Rome et ici, quand j'ai ouvert, ça fait 4 ans, j'ai mis un plat signature, on peut dire, c'est la spécialité. C'est le cacio e pepe. C'est des grands spaghettis de pâte fraîche avec seulement 2 ingrédients, pecorino et poivre. C'est tout. Et ça, je ne peux pas l'enlever parce qu'il y a les clients habituels que si je l'enlève, ils me menacent. Vous m'en préparez une assiette? Mais on ne peut pas, aujourd'hui c'est dimanche, c'est fermé. Mais vous pouvez revenir demain. Oui, c'est vrai, à demain. À demain. Moi, je dis 2 choses. 1, ces restaurateurs ont été super créatifs. 2, ça m'a rien donné faim. Donc, on se retrouve demain sur BX1 pour le débat. Mais d'abord, c'est pas mal, hein, sandwich américain. Bienvenue dans Open. On se préoccupe toujours de la relance économique post-Covid ici à Bruxelles. Aujourd'hui, on va parler de l'Horeca et on s'est installé pour ça au Canard Sauvage à Boisfort. Voilà des gens qui ont dû se réinventer. Jusqu'au mois de mars, c'était un restaurant. Depuis, ils ont décidé de vendre, c'est devenu aussi une épicerie fine, de vendre tous les bons produits qu'ils faisaient à manger. Et ici, vous allez trouver des tas de produits locaux, bio et artisanaux. Et donc, merci à Gaël, Nicolas et Pierre-André de nous accueillir dans Open aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'Horeca. D'Horeca pendant et après la crise du Covid. Et on va en parler avec des spécialistes, des gens qui savent de quoi ils parlent. On commence par Benoît Vanneau. Benoît, bonjour. Bonjour. Vous êtes patron des 2 restaurants Colonel à Bruxelles. Et à côté de vous, Antoine Bertrand. Vous êtes échevin de l'économie à Woluwe-Saint-Pierre. Mais échevin de plein d'autres trucs en même temps. Bonjour. Benoît, pendant le confinement, vous avez lancé un truc qui s'appelait Colonel at Home. C'est quoi? C'est du takeaway? C'est du takeaway, absolument. Le but était de faire sauve qui peut et d'essayer de générer de l'argent d'une manière ou d'une autre, surtout aussi faire plaisir à nos clients, parce qu'on a beaucoup de clients qui nous suivent. Et c'était aider aussi nos fournisseurs qui se retrouvent avec des quantités de marchandises astronomiques sur les épaules. Nous aussi, on avait des quantités astronomiques de marchandises sur les épaules. Et donc, on s'est rapidement dit qu'il fallait faire ça pour continuer à travailler pendant le confinement. C'est ça. Alors, c'était assez étonnant parce que c'était du takeaway avec de la viande, mais la viande n'était pas cuite, en fait. La viande n'était pas cuite. Par contre, on donnait tout un mode d'emploi aux clients pour leur expliquer comment cuire la viande au mieux. Alors, dans le genre de rien faire comme tout le monde, vous avez ouvert un second restaurant pendant le confinement. Alors, soit c'est visionnaire, soit c'est suicidaire, je ne sais pas encore. C'est peut-être un peu des deux. À la fois, je n'ai pas eu vraiment le choix, vu que les travaux étaient plus qu'avancés, vu qu'on devait ouvrir le 26 mars. Donc finalement, on a fermé, si je me souviens bien, le 16 mars, enfin le premier Colonel. Ouais. Donc on s'est retrouvé à la fin des travaux. Donc qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait, voilà, exactement. Et on a décidé, dès que les travaux étaient finis, d'ouvrir en mode takeaway. Donc on faisait déjà au restaurant Colonel à Louise, et là on l'a fait directement dès que les travaux étaient finis à Colonel Forjac. D'accord. Antoine Bertrand, vous connaissez bien le monde de l'Horeca, vous avez travaillé à l'Union des classes moyennes. Alors dans votre commune à Woluwe-Saint-Pierre, quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour l'Horeca, justement pour redynamiser ou essayer d'aider le secteur? Oui, avant de répondre à la question, la première chose, c'est qu'on a vu pendant le confinement ô combien l'Horeca était vraiment important pour tout le monde. Oui. Quand tout a fermé, il n'y avait plus de vie dans les quartiers. Et l'Horeca, c'est plus qu'un secteur économique, c'est du lien, c'est le dimanche midi avec Bobonne, c'est le verre le jeudi soir, c'est la frite avant le cinéma. Et tout ça, on ne l'avait plus. Et donc, on se rend compte vraiment du rôle essentiel de l'Horeca dans le tissu social. Parfois, les gens vont parler une fois
sur leur journée, ce sera dans un Eureka. Donc, il y a des gens qui n'ont plus parlé à personne pendant ce confinement, donc c'est vraiment important de souligner. Alors, au niveau communal, nous, ce qu'on a d'abord fait, c'est essayer d'éviter le crash. Donc, soutenir les liquidités. Là où on n'avait pas de taxe sur l'activité économique, donc ça, on n'a pas pu les enlever, évidemment. Mais après, là où on avait la propriété foncière, donc on était propriétaire, on a supprimé les loyers. Il y a vraiment des entrepreneurs qui m'ont dit que ça nous a évité la faillite. Quand on paye plusieurs milliers d'euros par mois, et fois 3-4 mois, ça peut arriver à des dizaines de milliers d'euros de loyer. Donc ça, c'était une première chose. Et puis après... pour soutenir des entrepreneurs comme Benoît, on a aussi mis, d'une autre commune, mais on a mis en place une carte interactive où on pointait tous les Eureka qui voulaient quand même essayer de faire rentrer un peu de sous. C'est ça. Les delivery, takeaway. Avec X ou Y idée. Voilà, et donc cette carte qui a quand même été vue plus de 8000 fois au niveau de Haut-les-Saint-Pierre, c'est quand même un beau succès. Benoît, vous vous êtes senti soutenu par les pouvoirs publics pendant la crise ? À la fois oui, à la fois non. Il y a le droit passerelle, donc là, oui, clairement, on a été aidé. Après l'aide de 4 ou 5 000 euros là, qui a été donnée, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi ça a été cette même somme pour quel que soit le type de restaurant. Donc le restaurant pouvait avoir 1 employé, 0 employé, 20 employés, 50 employés, 100 employés. C'était la même somme. Là, je trouvais ça un petit peu étonnant. Par contre, maintenant, moi, où là, je pense qu'il y a quelque chose à faire, c'est par exemple, justement, pour tout ce qui est gel hydroalcoolique, pour tout ce qui est masque, qui coûte une fortune, soyons clairs. Nous, on en a besoin, on doit encore payer ça. Je pense que l'État pourrait, à l'heure actuelle, pourrait faire une aide, pour nous aider à subventionner ça, à payer ça. Antoine, à votre sens, en tant qu'échevin de l'économie, c'est quoi les points cruciaux dans les mois à venir pour l'Eureka chez vous ? Je pense que... Deux choses. Moi, je pense que la crise a mis en exergue le fait que le secteur de l'Eureka, pour toute une série de personnes, avait besoin de professionnalisation. C'est un métier qui a fort évolué à travers le temps. Il y a des entrepreneurs qui m'ont dit, moi, en fait, je ne suis jamais derrière mon bar, je ne suis jamais derrière mes fourneaux. En fait, je fais de la gestion administrative. Et pour ça, il y a plein d'aides qui existent. Il y a du coaching, il y a le centre pour entreprises en difficulté, il y a des aides. Et il faut... Enfin, je suis sidéré de savoir... Quand je vois le nombre d'entrepreneurs qui ne sont pas au courant de toutes ces aides auxquelles ils ont droit. Et donc, vraiment, la première chose, c'est ça. Et puis, se structurer en association de quartier. Je pense qu'en association de commerçants, chaque commerçant a des problèmes individuels, mais qui sont en fait communs. Et je pense qu'on peut mutualiser les solutions, que ce soit au niveau de la logistique, que ce soit au niveau de la gestion des déchets, pour plein d'autres alimentation durable, pour plein de problématiques. En fait, on peut se structurer en association et l'association peut vraiment défendre son tissu commercial. Et il y a des appels à projets. Par exemple, là, il y a un appel qui vient de sortir où l'association de commerçants peut aller chercher jusqu'à 60 000 euros dans son quartier pour améliorer, par exemple, cette problématique de déchets, etc. et réduire ses coûts. Et donc là, on peut avoir des solutions. Bien. Antoine Bertrand et Benoît Vanneau, merci de nous avoir rendu visite. Dans quelques instants, par magie, il y aura d'autres intervenants sur vos tabourets pour continuer à parler de l'Eureka pendant et après la crise du Covid. Merci à vous. Voilà, et comme par magie, parce qu'on est super efficace sur BX1 et on a des équipes techniques formidables, eh bien ce sont de nouveaux invités qui ont pris la place des anciens. Je vous présente Arnaud Mestag. Vous avez ouvert plusieurs restaurants comme Takumi, La Meute ou le Bar La Famille. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et à côté de vous, Stéphane Obed. Vous êtes premier échevin à Gansoren et notamment échevin de l'économie locale. Bonjour. Alors Arnaud, comment vous êtes passé Arnaud à travers du confinement ? Alors concernant le restaurant La Meute, en fait on est passé à travers le confinement grâce au service de livraison qu'on avait mis en place nous-mêmes. Donc ça nous a aussi permis de découvrir des quartiers où on n'avait jamais pensé livrer. Et on a aussi... Vous ne le faisiez pas avant ? En fait on faisait, mais via les plateformes de livraison connues, donc qui ont un rayon d'action très étroit. Et finalement, en fait, grâce à notre service de livraison en direct, on a eu des livraisons justement vers des communes comme Gansoren ou Jette ou encore Vous n'alliez peu... Nous, on n'allait clairement jamais en fait. Donc, et alors, c'est ça qu'on a remarqué que notre clientèle venait aussi jusqu'à nous. Donc ça nous a permis aussi d'identifier peut-être des futurs endroits pour ouvrir notre concept de viande. Génial. Stéphane Obed, comment se porte l'Eureka aujourd'hui, cet été, dans votre commune ? L'Eureka reprend évidemment après cette période difficile. On a connu une baisse de chiffre d'affaires de 30 à 70% en fonction des restaurants sur le territoire de la commune. Et donc il y a effectivement une reprise, comme l'a dit Arnaud. Certains commerçants ont réussi à s'adapter très rapidement en déployant du takeaway, en innovant pour essayer de trouver des solutions véritablement à la crise. Et donc aujourd'hui on est sur une tendance qui va un peu mieux au niveau de l'Eureka,
mais tout n'est pas résolu évidemment. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu des initiatives locales au niveau de la commune, notamment pour les aider? Alors, on est une des premières communes en Belgique à avoir développé une indemnité pour les commerçants qui ont dû être fermés durant la crise. Donc, on est la première commune belge à l'avoir fait. Et on a effectivement lancé le système de chèque commerce qui permet aux Ganso-Renois, aux habitants de la commune, de dépenser dans les commerces partenaires. Donc, c'est une initiative qui sera lancée au mois de septembre et qui va permettre véritablement de relancer l'économie locale. C'est ça, parce qu'en fait, vous avez pas mal d'ORECA dans votre commune. Moi, je ne le savais pas, mais vous êtes assez riche. Oui, on a quand même sur 2,4 km², on a quand même des enseignes reconnues et connues, comme Saint-Daniel, qui est un étoilé, comme Bruno, qui a été repris par le jeune Maxime Mazier à Gansoron. Et donc, on a des enseignes comme ça, je pourrais en citer encore d'autres, comme les Potentoc ou autres, qui fonctionnent extrêmement bien sur un petit territoire. Alors, Arnaud, Stéphane parlait de baisse de chiffre d'affaires. Vous savez combien vous avez pris dans la vue? Nous, on a pris grosso modo 70% dans la vue, oui. Ah oui, quand même. Ouais. Mais on a fonctionné avec mon associé et moi-même et un cuistot. Et on était ouvert 7 jours sur 7 et en fait, on faisait une tournante. Donc aujourd'hui, on sort tant bien que mal de cette crise. Arnaud Mestac, s'il y avait une revendication ORECA que vous avez envie de mettre en avant, ce serait laquelle? Moi, je pense que de manière générale, il faudrait simplement baisser les charges sociales, en fait. Car quand on calcule un salaire net à un salaire brut, il faut faire en moyenne x2,5. Et ce qui est très difficile dans l'ORECA au niveau des charges, c'est qu'on, même par rapport à ce qu'on investit dans nos établissements, ce qu'on doit sortir la première année d'ouverture d'un établissement au niveau de l'ONSS, au niveau des charges patronales. Avant même d'avoir fait vos preuves, en fait. Oui, avant même d'avoir fait nos preuves. Donc c'est directement des montants astronomiques, même par rapport aux investissements qu'on a faits. Donc c'est ça qui nous met souvent très vite la corde au cou, c'est les charges sociales qu'on doit payer tous les mois. Alors, à Gansoron, Stéphane, c'est quoi le plus grand défi pour l'ORECA maintenant que Le plus grand défi, c'est toutes les surfaces commerciales vides. On a 13% de nos surfaces commerciales qui sont vides, inoccupées pendant une moyenne ou longue durée. Donc, il faut vraiment inciter les personnes à investir sur le territoire, à développer de l'ORECA aussi de qualité et à se déployer parce qu'on est au-dessus de la moyenne régionale en termes de surfaces commerciales vides. Donc, il y a vraiment un focus particulier à mettre en avant sur cette problématique-là. Très bien. Dernière question pour Arnaud. Vous avez ouvert plusieurs établissements et vous allez continuer d'ailleurs, établissements ou restos. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune restaurateur ou cafetier qui veut se lancer? Alors moi, le conseil que je donnerais d'abord, c'est de jamais baisser les bras devant les difficultés, parce que dans l'ORECA, il y en a beaucoup, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des banques, que ce soit au niveau du personnel. Il faut vraiment toujours garder la tête haute et croire en son projet. C'est vraiment quelque chose que je dirais, vraiment, il ne faut jamais baisser les bras, il faut croire en soi. Parce que souvent, en Belgique, on a un petit côté fataliste et les gens nous attendent souvent au tournant. C'est-à-dire que quand les gens, surtout dans l'ORECA, ils aiment bien dire, je vous avais dit, c'était l'ORECA, il a fait une faillite. Oui. Alors qu'il y a plein de gens maintenant qui s'en sortent super bien dans l'ORECA. L'ORECA a vraiment shifté complètement de modèle par rapport aux dernières années où on connaît la vieille génération qui fonctionnait d'une manière complètement différente par rapport à nous. Bien sûr. Ah, vous êtes des aventuriers de toute façon. Hein. Ah oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui nous anime aussi. En fait. Évidemment. Bien. Stéphane Obed et Arnaud Mestac, merci d'être venus nous rendre visite ici au Canard Sauvage. C'est la fin du sujet ORECA. La semaine prochaine, vous retrouverez Maya Cham pour un autre sujet consacré aux entrepreneurs bruxellois. Ce sera toujours sur BX1 et ce sera toujours dans Open, bien entendu. Bonne semaine.